Présentation, là, je me retiens parce que c'est la première fois que je viens à la réunion du mercredi. Ça fait des années que je suis dans la, 3 ans que je suis dans la CAM, puis je me dis que je vais y participer. Puis je suis super émue de voir tout le monde. J'entends comme quelque chose comme si, je sais pas si tous les micros sont fermés, on dirait que j'ai comme un peu de feedback de mon côté, là, mais bref, j'aurais aimé ça faire une présentation tu sais, avec plus d'interaction pour pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Mais on s'assurera d'avoir assez de temps à la fin pour pouvoir en parler ensemble. Je vais essayer de ne pas parler trop vite pour vous non plus. C'est un de mes défauts. Puis d'être le plus clair possible. Euh, je suis médecin de formation, puis des fois, j'oublie que je connaissais pas des mots avant d'être médecin. Donc, j'ai essayé d'être le plus efficace et dans ma communication. Mais pardonnez-moi des mots si jamais j'utilise mon jargon de médecin. Là, on clarifiera le tout après. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer la présentation. Ça va comme ça. Je vais cliquer sur le diaporama. C'est caché. OK. Bon, alors comme Jacques l'a dit au début, c'est une présentation qui est faite par le comité scientifique. Donc moi, je suis la voix aujourd'hui, mais c'est une présentation qui a été faite avec l'aide de Claudine, de Keriana, puis de Julie Pinard qui n'est pas là aujourd'hui. On va parler du POTS, qui est le Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. On va souvent utiliser le terme POTS comme acronyme là, dans les communautés de support puis même plus dans la communauté médicale aussi, mais en français, donc, et aussi sur le vieux continent, on va utiliser l'acronyme STOP, syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Puis d'emblée, vous allez voir, j'aime ça l'étymologie. On va décortiquer un peu qu'est-ce que ça veut dire stop pour être capable après ça de bien intégrer les notions. Puis je voulais aussi vous dire, moi je suis médecin de famille de formation. Je suis vraiment pas une experte en POTS. Okay? J'ai beaucoup appris en présentant la formation puis aussi de mes collègues du comité scientifique. Alors ça se veut vraiment un échange aujourd'hui et un transfert de connaissances. Donc, syndrome, c'est euh, un amas, un regroupement de symptômes et de signes qu'on retrouve souvent ensemble, comme un syndrome grippal. C'est des symptômes de la grippe. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement dû à une maladie en particulier. Donc, syndrome, regroupement de symptômes, de tachycardie. Tachy qui veut dire comme un tachymètre pour ceux qui faisaient du vélo, qui veut dire vitesse, puis cardie pour le cœur, donc le cœur qui bat trop vite. Orthostatique, c'est par rapport à la position, et puis bon, postural, c'est plus facile à comprendre. Donc, c'est vraiment un syndrome de cœur qui bat trop vite selon la position. Alors, aucun conflit d'intérêt, sauf le fait que je suis moi-même atteinte de POTS. On va passer vite là-dessus pour avoir plus de temps pour la discussion et les questions à la fin. Tout d'abord, avant d'accrocher à... je vais passer ça dans votre chemin. Je ne sais pas si je peux enlever ça. Quelques notions tout d'abord de la dysautonomie. Parce que le POTS fait partie de la grande famille de la dysautonomie. Qu'est-ce que c'est la dysautonomie? Que c'est ça mange en hiver? La dysautonomie, c'est un problème du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est le système nerveux qui s'occupe des choses qui se font sans qu'on y réfléchisse. La digestion, la respiration, la gestion de la chaleur dans le corps aussi. Donc, la dysautonomie, on a une belle image ici qui représente un parapluie parce que c'est un terme un peu parapluie pour plusieurs problèmes de santé qui se retrouvent dans la grande catégorie de la dysautonomie. Donc, on a ici le POTS dont on va parler aujourd'hui, mais on a aussi l'intolérance orthostatique dont on va brièvement aborder quelques notions aussi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est la dysautonomie? On l'a dit, c'est un mauvais fonctionnement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est comme une voiture à deux pédales. On oublie les voitures manuelles, automatiques, comme une voiture automatique à deux pédales. Il y a la pédale de gaz, qui est le système nerveux sympathique, avec l'adrénaline, la noradrénaline, et puis la pédale de frein, qui est le système nerveux parasympathique. La pédale de gaz, on la met quand on a peur, quand il y a un danger,
c'est le flight, fight or freeze. Donc, quand il y a un ours qui nous attaque, système sympathique. On vient de manger un bon repas, système parasympathique. On digère, on devient un peu comme paresseux, on a envie de faire une sieste. Donc, c'est toujours un équilibre entre ces deux systèmes-là. Et puis, dans la dysautonomie, il y a un déréglage de tout ça. L'intolérance orthostatique, c'est le fait d'être intolérant à la position debout. Donc, c'est des symptômes qui surviennent quand on s'assoit, pour ceux qui sont plus sévèrement atteints, ou qui surviennent quand on est en position debout. Ces symptômes-là s'améliorent de fait en position couchée. C'est important de comprendre que c'est possible d'être atteint d'intolérance orthostatique sans être atteint de POTS. C'était deux entités sous le parapluie de la dysautonomie. Comme c'est possible d'avoir l'EM, d'avoir aussi le POTS ou d'avoir tout simplement ou d'avoir aussi une intolérance orthostatique. Donc, c'est plusieurs morceaux de casse-tête qui peuvent se mettre ensemble ou pas. Le POTS, qu'est-ce que c'est? C'est pas de la marijuana, comme j'ai dit à ma mère la semaine passée que je préparais une présentation sur le pot. Elle était comme, ah, c'est cool, vous êtes donc bien ouvert. Je disais, comment ça? Ben oui, du pot. Non, maman, pas du pot, le pot. Comme quoi, c'est encore méconnu. Alors, le pot, qu'est-ce que c'est? C'est un syndrome, donc une atteinte multisystémique qui touche plusieurs organes dans le corps, le poumon, le cœur, la peau. Et c'est une atteinte qui est chronique. Donc, le symptôme cardinal est une augmentation anormale du pouls lorsque la personne passe de la position couchée à la position debout, ce qui est la définition de tachycardie orthostatique, le cœur qui bat trop vite selon la position. C'est un syndrome qui a été décrit par une petite étude seulement en 1993. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a mis le doigt sur ce syndrome-là. Une des raisons pour lesquelles c'est encore méconnu, puis pour lesquelles on comprend encore un peu mal vraiment tout ce qui sous-tend le POTS. Comme c'est pas très connu, malheureusement, le délai moyen avant d'arriver à un diagnostic de POTS, c'est d'environ 7 ans. Et puis, à travers ça, bien, vous en doutez, la moitié des personnes qui reçoivent un mauvais diagnostic, donc un diagnostic psychiatrique d'anxiété, par exemple, ou d'hypocondrie. Le POTS a des critères diagnostiques, comme le M a des critères diagnostiques. Quels sont les critères diagnostiques pour le POTS? C'est premièrement d'avoir une augmentation de la fréquence cardiaque de plus de 30 battements par minute chez les adultes. Ça arrive quand on passe de la position couchée à la position debout et ça doit arriver en dedans de 10 minutes de position debout. Et si on pense à des soldats qui sont garde à vous pendant des heures, pendant les cérémonies, qui tombent dans les pommes, c'est pas un POTS. Ce qui caractérise le POTS aussi, c'est qu'il n'y a pas de baisse de pression. Donc, il y a l'absence d'hypotension orthostatique. Ce qui se passe, c'est que quand la personne se lève, habituellement, le système nerveux ressent le changement de position, puis dit au corps, OK, on va serrer les vaisseaux sanguins dans le bas des jambes, on va faire monter un petit peu le cœur, puis on va garder la pression bien normale. Chez certaines personnes qui font de l'hypotension orthostatique, c'est pas le POTS, donc l'hypotension orthostatique, les personnes vont se lever, puis il y a quelque chose qui va faire que leur pression va chuter, puis ils vont se sentir tout étourdis. Mais le cœur, il ne s'emballe pas pour rien dans ces cas-là. Ce qui a trait à notre présentation d'aujourd'hui, c'est la personne qui va se lever debout, puis le système nerveux, pour une raison quelconque, est débalancé, puis ne va pas réussir à garder le sang bien distribué à travers tout le corps. Le sang va s'accumuler dans les pieds, dans les jambes. Ça en fait moins pour le haut du corps. Puis le cœur, lui, il réagit puis il se met à battre vraiment rapidement. La pression ne baisse pas. Pour atteindre le diagnostic de POTS, on doit avoir ces symptômes-là de manière chronique, donc au moins 3 mois. Puis dans le syndrome de POTS, il y a les symptômes d'intolérance orthostatique qui sont vraiment présents juste en position debout. Puis il y a les symptômes autres qui vont miner un peu la vie de tous les jours, peu importe la position. Donc, pour les symptômes d'intolérance orthostatique, donc en position debout, ben, peut-être que vous les connaissez déjà. Il y a des étourdissements, on sent la tête légère, on a l'impression qu'on va perdre connaissance, une sensation de faiblesse, palpitations, le cœur qui débat, on peut avoir des tremblements, des inconforts à la poitrine, pas des douleurs d'infarctus ou de crise cardiaque, mais
un inconfort à la poitrine. Ça peut aller même jusqu'à des pertes de connaissance, de perte de conscience, des sueurs, des nausées. On voit plus bien, puis, ou on voit des taches noires ou des taches lumineuses. Dans les symptômes autres qui font partie des critères diagnostiques du POTS+, donc, mais qui ne sont pas nécessaires, on parle d'acrocyanose. Vous avez peut-être déjà entendu ces termes-là. Si on le décortique encore, acro, ça veut dire extrémité, puis cyan, comme le bleu cyan, donc ça veut dire bleu. Donc, c'est l'accumulation de sang dans les pieds. Ça, c'est mes pieds au début de ma maladie avant d'être traitée. Donc, le sang s'accumule dans les pieds et puis ça fait la coloration bleutée. On peut avoir la même chose dans les mains aussi si on reste les mains pendantes le long du corps pendant longtemps. Ça vient aussi avec une impression de froid. Pardon, il y a une petite coquille. Là. Il y a des essoufflements aussi, maux de tête, migraines, fatigue chronique, troubles cognitifs, de brouillard mental, problèmes de concentration, intolérance à l'effort physique, des problèmes intestinaux, ça peut être ça va trop vite comme de la diarrhée ou ça va pas assez vite comme de la constipation, des ballonnements, ce qu'on pourrait étiqueter comme syndrome du côlon irritable, alors que c'est pas un syndrome du côlon irritable, des troubles urinaires et aussi des troubles du sommeil. Donc, ça peut avoir une atteinte très large. Le POTS est souvent associé à d'autres problèmes de santé. Donc, celui qui est le plus fréquent chez les personnes qui ont le POTS, c'est la COVID longue. En fait, je devrais dire autrement, ceux qui ont la COVID longue ont 70% de risque de développer aussi un POTS avec ça. L'EM aussi, la fibromyalgie, syndrome de l'Ehlers-Danlos hypermobile, les migraines, les maladies auto-immunes, le SAMA, qui est le syndrome d'activation des mastocytes, la maladie cœliaque. Donc, c'est souvent des deux pour un qu'on a avec ces maladies-là, malheureusement. Un peu d'épidémiologie maintenant pour le POTS. La prévalence est inconnue au Canada. Il n'y a pas beaucoup d'études encore, malheureusement, là-dessus. On parlait de 0,1 à 1 % aux États-Unis. On parle aussi de 1 à 3 millions d'Américains et d'Américaines, mais ça, on estime que ça a doublé depuis la pandémie parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de cas de COVID long qui démontrent souvent du POTS. Quels sont les facteurs de risque pour développer le POTS? Ben, malheureusement, c'est le sexe féminin, comme le M d'ailleurs. C'est une maladie qui se développe souvent en jeune âge, là, entre 13 et 40 ans. Actuellement, c'est là que si ça a à se développer, ça va se développer. Il y a une tendance familiale qui est observée, mais il n'y a pas de lien avec un gène précis qui a été identifié encore. On ne sait pas exactement si c'est un lien génétique ou si ce serait plus une tendance plus de, d'habitude de vie, par exemple, ou de facteurs comme ça par rapport à ça. Les déclencheurs, la majorité du temps, c'est un peu comme le M, une infection virale, une infection bactérienne qui font dérailler le système nerveux autonome. Il peut y avoir aussi d'autres grands événements de stress pour le corps, comme par exemple une grave commotion cérébrale ou un accouchement. Et puis, il y a certains experts qui parlent aussi de grands, comme un stress traumatique ou l'immunisation, mais ça, c'est des sujets qui sont encore très controversés. Donc, on n'embarquera pas dans la controverse aujourd'hui ici, mais c'est encore en train d'être recherché. Pour ce qui est de l'impact de cette maladie-là dans nos vies, bien, c'est un handicap qui est très important. Ça atteint pas mal toute la capacité de réaliser les activités de la vie quotidienne et de la vie domestique. Et puis, pour faire des comparaisons, des fois, par exemple, avec des personnes de votre famille qui ont de la difficulté à comprendre comment le fait que votre cœur bat vite peut vous affecter autant, il y a des études qui ont comparé ça à une personne qui avait et de l'insuffisance cardiaque et de la bronchite chronique, donc la maladie pulmonaire obstructive chronique à l'époque. Ensemble, ce sera un équivalent d'atteinte à la vie quotidienne qui serait comparable à une personne atteinte de POTS. Le pronostic, donc qu'est-ce qui va arriver dans le temps pour plus tard, est variable d'une personne à l'autre. C'est souvent une atteinte qui est chronique. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé de traitement qui va guérir du POTS. Par contre, on peut vraiment s'attendre à une amélioration des symptômes puis de la qualité de vie avec un traitement adéquat. D'où l'importance d'aller consulter puis d'éduquer les professionnels de la santé à ce sujet.
Je vais passer rapidement là-dessus parce que je pense qu'on va parler plus de ce qui est le pratico-pratique, donc les tests qu'on va vouloir demander à notre médecin de famille ou à notre infirmière praticienne spécialisée. En premier, c'est s'assurer que le médecin ou l'infirmière fasse un bon questionnaire par rapport aux antécédents familiaux, par rapport à tous les symptômes qui peuvent être reliés au POTS, et aussi un bon examen physique. Ça a l'air de nous comme ça, mais c'est la base, ça donne beaucoup d'informations. Donc, se préparer à répondre au questionnaire. Euh, Si on a de la misère à se concentrer et à se faire un rappel de nos symptômes, on peut se faire une liste, c'est toujours pratique pour être capable de rien oublier quand on va chez le médecin parce qu'on sait, chez le médecin, ça va vite. Un des tests les plus importants à faire et à demander à notre médecin, c'est le 10-minute nasal ring test. NASA, parce que c'est vraiment la NASA qui faisait ce test-là avec ses astronautes quand ils revenaient de l'espace. Eux, ils étaient sans gravité, là. Puis il y avait des problèmes aussi par rapport à la gestion de la pression et tout ça après. Donc, ils ont développé ce test-là. Et on va vous donner la ressource avec toutes les instructions pour être capable de faire ce test-là chez votre médecin, votre infirmière ou chez vous en étant accompagné par quelqu'un. Donc, pour commencer, il faut vérifier avec votre médecin s'il y a des médicaments que vous devriez arrêter qui pourraient un peu brouiller les résultats du test. On essaie de limiter la prise de sel dans les 24 heures avant l'examen, puis de ne pas prendre plus qu'1 litre de liquide dans les 24 heures précédant l'examen pour ne pas brouiller les résultats aussi. On va commencer à faire le test en enlevant les souliers et les bas. Vous voyez, le monsieur est pieds nus parce qu'on veut que s'il y a du sang qui veut s'accumuler dans les pieds, on veut que rien ne le retienne parce qu'on veut avoir un résultat le plus franc possible. On va commencer par se coucher sur le lit, la table d'examen, pendant 5 à 10 minutes. Ce qu'on veut avoir, c'est la fréquence cardiaque de base au repos. Donc, après 5 minutes, on va prendre le pouls. Ça peut se faire à la main, les bonnes vieilles franquettes, ou avec un saturomètre, comme ça, c'est sans vente, sans prescription. C'est pas si cher que ça. C'est pratique à avoir aussi pour ça. Ou avec votre montre bracelet, si vous avez, ou avec un téléphone qui a une application pour le rythme cardiaque. On veut avoir deux fréquences cardiaques qui se ressemblent une à la suite de l'autre parce qu'on ne veut pas que ça varie tout le temps puis partir avec une valeur de base erronée. Donc, on veut s'assurer qu'on ait vraiment la bonne valeur de base. Donc, si 2 fois de suite, 1 minute à chaque fois entre chaque prise de fréquence cardiaque, on a une valeur qui est semblable, on peut demander à la personne de se mettre debout et d'aller s'accoter, donc s'accoter, le lean test sur le mur. Ici, on met les 2 épaules, la tête sur le mur, mais on décolle les fesses. Et puis, on met les pieds à peu près à 6 pouces du mur. Et puis, on essaie de rester comme ça en étant détendu, sans arquer le bassin, puis sans contracter les muscles et sans bouger. On ne parle pas, sauf pour dire si on a des symptômes. Et puis, l'accompagnant ou le professionnel de la santé va prendre la pression avec un brassard à pression et la fréquence cardiaque à toutes les minutes pendant 10 minutes. Et puis, c'est de là qu'on va pouvoir voir si on atteint les critères diagnostiques de POTS, donc l'augmentation de plus de 30 battements par minute. Les résultats à ce test-là peuvent varier d'une fois à l'autre, dépendamment de notre état de santé, des médicaments, de notre alimentation, de la chaleur. C'est pas parce qu'on fait le test une fois qu'on a les résultats, qu'on a le diagnostic de POTS, si on le contrôle une autre fois puis on ne l'a pas tout à fait, on n'enlève pas le diagnostic. Le diagnostic est posé puis il reste. Qu'est-ce qu'on demande à notre médecin de faire d'autre? On s'assure que notre médecin vérifie que ce ne soit pas autre chose qui nous donne ces problèmes de santé, ces symptômes-là. Donc, de base, tout le monde devrait pas mal avoir une prise de sang avec une formule sanguine complète pour vérifier si on ne fait pas d'anémie. Des électrolytes, donc le sodium, potassium, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et la fonction rénale pour être sûr aussi que les reins fonctionnent bien. Ça va nous aider pour la gestion avec le choix des médicaments, mais aussi pour s'assurer que ce n'est pas autre chose. Ensuite de ça, selon le bon questionnaire et le bon examen physique, on peut demander d'autres tests si notre suspicion a été soulevée. Par exemple, la ferritine pour s'assurer qu'on n'a pas un manque de fer, la TSH qui est pour vérifier la glande thyroïde, ou un test de cortisol du matin pour vérifier si c'est pas un problème d'insuffisance surrénalienne. Dernière investigation que pas mal toutes les personnes qui vont vers un diagnostic de poste devraient avoir, c'est un ECG, un électrocardiogramme qui est ici, pour s'assurer que ça ne soit pas un problème de rythme au niveau du cœur.
tout le reste, le Holter, qui est un enregistrement des battements cardiaques pendant 24 heures à la maison, l'échographie cardiaque, d'aller voir s'il y a des malformations cardiaques, et le tapis roulant, c'est rare qu'on a besoin d'aller faire ça. On va les faire seulement si on a vraiment d'autres symptômes d'appel qui nous font penser à d'autres maladies qu'on voudrait éliminer. Puis on s'entend un tapis roulant pour quelqu'un qui a de l'EM, le plus possible, sinon on essaie de trouver une autre manière d'avoir les résultats qu'on cherche. Même chose, les tests neurologiques et autonomiques sont rarement nécessaires. Souvent, quand on pense à POTS, on va se dire, ah, ça va prendre une table basculante, un tilt table comme ça pour faire le diagnostic, mais ce n'est pas nécessaire. On peut vraiment bien le faire avec le nasal beam test. Et puis, c'est difficile d'avoir accès à ce genre de test-là. Il y en a un à l'hôpital du Jewish à Montréal. À ma connaissance, je pense que c'est un des seuls au Québec. C'est Dr. Schoendorf qui s'en occupe, mais ce test-là permet de faire un test de sudation aussi en même temps, mais honnêtement, ce n'est pas nécessaire. Et puis, d'autres tests qu'on peut faire aussi, c'est un test de sodium urinaire de 24 heures. Là. Les personnes qui ont le POTS souvent ont un faible sodium urinaire, euh, mais c'est des tests qui ne sont pas vraiment nécessaires. Alors maintenant, de vue du sujet, qu'est-ce qu'on peut faire si on a ces symptômes-là, puis si on finit par avoir le diagnostic? Bien, la première des choses à faire, c'est d'éviter tout ce qui peut aggraver le syndrome. Donc, naturellement, être debout ou être en position assise trop longtemps. Éviter la chaleur. Quand il fait chaud, on rougit, notre peau devient chaude, ça veut dire que nos vaisseaux sanguins se dilatent. Et puis, le problème du POT, c'est que les vaisseaux sanguins ont de la misère à se contracter. Donc ça vient juste empirer. Les repas, la même chose. Tout le sang va à la digestion dans le ventre, puis on en a moins pour alimenter tout le reste du corps. On essaie de ne pas faire des changements de position trop rapides, puis on essaie de rester bien hydraté. Ça va être très important. D'autres facteurs aggravants, c'est l'alcool. L'alcool, encore une fois, va faire dilater les vaisseaux sanguins. L'exercice fait empirer. Les stimulants comme le café, thé, nicotine, mais ça va faire des palpitations encore plus, donc ça va augmenter ces symptômes-là. Certains médicaments peuvent aussi aggraver le POTS ou même mimer des fois un POTS. Donc, encore une fois, important de vérifier la liste de vos médicaments avec une loupe avec votre médecin pour être sûr que ce n'est pas un médicament qui pourrait aggraver votre POTS. Je les ai mis en blanc parce qu'on ne peut pas vraiment changer ça, mais souvent les symptômes du POTS vont être pires le matin. Et puis, ça peut varier selon les menstruations aussi. Pour les personnes qui ont des menstruations, à ce moment-là, s'il y a vraiment des grosses variations avec le cycle, on peut peut-être faire un essai de contraceptifs oraux qui va comme régulariser les hormones pour éviter la fluctuation. Pour les traitements pharmacologiques, on ne s'éternisera pas là-dessus, mais n'empêche, c'est bon de pouvoir reconnaître des noms de médicaments. J'ai mis en premier ici le Livabradine, qui est le nom commercial Lancora, qui est, selon Dr. Tao Win, qui est une des spécialistes en COVID long, qui est une cardiologue à l'Hôpital général de Montréal, qui est le meilleur médicament pour le POTS. C'est habituellement un médicament qu'on va donner aux gens qui ont une grave insuffisance cardiaque. Donc, c'est un médicament qui va jouer surtout sur le rythme cardiaque. Les bêta-bloquants, il y en a aussi qui en prennent, Indéral, Monocor, des fois aussi l'Opressor. Ça aussi, il faut faire attention, c'est à bien doser avec votre médecin parce que trop de bêta-bloquants, ça peut empirer les symptômes aussi. Donc, mais ça peut vraiment bien aider. Il faut y aller comme avec le POS, comme avec le M. Start low, go slow. Donc, il faut commencer avec des faibles doses faire des augmentations très progressives, un petit peu à la fois. Un autre médicament qu'on va voir souvent, c'est la midodrine. Ça, c'est un médicament qui va faire que les vaisseaux sanguins en périphérie vont se contracter. C'est comme des petites gaines pour tous les vaisseaux sanguins là, aux extrémités du corps. Puis des fois, dans les réseaux sociaux, on entend parler des personnes atteintes de POTS très sévères là, qui sont alitées à la maison à cause de ça, qui ne peuvent pas se lever, qui ont recours à l'hydratation intraveineuse de soluté. Ça va être vraiment dans les cas sévères ou en urgence parce qu'on va toujours préférer que l'eau et le sel se prennent par la bouche plutôt que par les veines. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer de faire quelques changements au niveau de nos habitudes de vie. Donc, on le fait déjà, notre pacing pour faire attention à notre EM. On va essayer aussi de prendre des repas réguliers pour éviter d'avoir des trop gros repas, éviter d'avoir le ventre vide.
va essayer d'éviter les infections. C'est facile à dire, pas facile à faire, mais vous connaissez, se laver les mains, porter un masque en public, parce que les infections peuvent faire aggraver les symptômes de POTS. Et puis, on l'a mis ici en parenthèse, là, pour que ça soit très clair, faire de l'exercice, ça va pouvoir aider une minorité de personnes atteintes de POTS. Et surtout, c'est des personnes atteintes de POTS qui ne sont pas atteintes de M. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas le malaise post-effort. Donc, certaines personnes atteintes seulement de POTS peuvent bénéficier d'un peu d'activité physique sous supervision spécialisée. Et puis à ce moment-là, on va recommander de faire de l'exercice physique en position couchée, comme par exemple du rameur pour renforcer les jambes puis gagner les vaisseaux sanguins. Mais malheureusement, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour nous aider de ce côté-là. Allons-y encore dans les trucs pratico-pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours pour nous aider à se sentir mieux? Alors, l'hydratation va être primordiale ici. Donc, comme quand on se lève debout, tout le sang nous va dans les jambes, mais si on remplit encore plus nos vaisseaux sanguins, mais même si le sang nous va dans les jambes, il va quand même réussir à se rendre jusqu'en haut. Donc, on veut boire beaucoup plus qu'une personne ordinaire. On veut boire jusqu'à 2 à 3 litres d'eau ou de liquide par jour. C'est beaucoup, mais ça fait vraiment une différence. Je vous donne des trucs. Donc, au lieu de toujours prendre de l'eau, on peut varier les apports. Donc, tout ce qui est liquide va compter. Le yogourt, le jello, la crème glacée, les sauces, les soupes, ça va compter pour le liquide. Après ça, c'est important de mesurer nos apports pour justement s'assurer qu'on les prenne, nos 2 à 3 litres d'eau par jour. Puis pour faire ça, je vous donne deux trucs. Soit avec les applications qu'on peut trouver, il y en a plein en fait, là, ça c'est les deux que j'ai trouvé qui étaient les meilleurs selon des listes. Euh, j'ai essayé le Water Lama pour vous, pour la période d'essai gratuite. C'est sympathique, c'est drôle. On mesure l'hydratation à chaque fois qu'on boit quelque chose, on rentre, puis ça nous donne des petites figurines. Pour les gamers, ça peut être nous aider. Sinon, on peut juste prendre un bidon, là, soit un bidon de lait ou un vieux bidon de jus de 2 litres, par exemple. Et puis, à chaque fois qu'on boit quelque chose, on va remplir la tasse ou le verre avec de l'eau, puis on va aller le vider dans le bidon. Donc, si on prend une tasse de café le matin, une fois qu'on a fini le café, on va remplir notre tasse d'eau à la mesure où il y avait du café, puis on va aller le verser dans notre bidon. Si on mange une soupe, après, on va remplir notre bol de soupe d'eau, on va le verser dans le bidon. Comme ça, on va voir jusqu'où ça monte. Puis quand on va arriver à 2 litres, on va savoir qu'on a repris nos 2 litres d'eau par jour. Encore une fois, je vous conseille, si vous avez un médecin de famille, de lui en parler parce qu'il y a certains problèmes de santé qui seraient une contre-indication à l'augmentation de l'hydratation. Mais en général, s'il n'y a pas d'autres problèmes de santé, ça va comme recommandation. Il n'y a pas juste l'eau, il y a le sel. Euh, Pourquoi le sel? Parce que si on prend beaucoup d'eau, le corps, les reins vont réagir puis va dire bon, on est donc bien dilué, on est trop dilué, il faut enlever de l'eau parce que ça ne marche plus notre concentration. Là. Donc, on va uriner l'eau, puis toute l'eau qu'on va avoir prise, on va l'uriner, puis ça va comme pas donner rien. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre du sel pour faire un appel d'eau. C'est comme quand on fait dégorger des concombres. Là. On met du sel sur les concombres. Qu'est-ce qui se passe après 15 à 20 minutes? Là? Tout le sel devient mouillé. C'est parce qu'il a appelé l'eau des concombres. C'est exactement la même chose que le sel fait dans le corps. Quand on a du sel, ça va garder l'eau dans le corps. Donc, ça va faire plus de volume dans nos vaisseaux sanguins, plus de sang, si vous voulez. Il faut prendre entre 3 à 10 grammes de sel de plus que l'apport quotidien normal recommandé par jour. Euh, ça dépend un peu des sites de recommandation, si vous voulez. On voit un petit peu plus de 6 à 10 grammes. Encore une fois, en parler au médecin si vous avez d'autres problèmes de santé. Pour vous donner un exemple, 6 grammes, c'est une cuillerée à thé de sel de plus. Où est-ce qu'on peut aller chercher notre sel? Bien, dans les aliments salés. Ça peut être des craquelins, ça peut être des noix salées, des algues. Moi, j'aime bien mon petit péché mignon, moi, c'est du clamato. En fin de journée, j'ai un bon clamato, c'est bien salé, j'aime ça. Ça peut être dans les assaisonnements, du sel aromatisé, de la sauce soya. Dans les électrolytes qu'on peut mettre dans des boissons, il y a actuellement, c'est comme 0,3 à 0,8 mg de grammes ou milligrammes, je l'oublie, de sel. Bref, c'est pas assez. Fait que c'est bon, mais c'est pas, faut pas compter juste sur ces boissons-là pour notre apport en sel. Puis on peut se procurer aussi des comprimés de sel. Ça peut être prescrit par les médecins ou ça peut être acheté en vente libre aussi. La dose va varier d'une personne à l'autre. Puis encore une fois, pour ça, si vous avez d'autres problèmes de santé, bien, en parler à
avec votre médecin pour être sûr de ne pas causer plus de tort que de bien. Si jamais, à cause de votre POTS, vous avez une perte d'appétit, donc ça, c'est dans les symptômes qui sont autres, qui ne sont pas nécessairement liés avec l'intolérance orthostatique, on va vous recommander de prendre plusieurs petits repas par jour parce qu'un estomac vide ou un estomac trop plein va avoir plus mal au cœur qu'un estomac un petit peu. Et puis, tant qu'à prendre plusieurs, excusez-moi, je vous disais quelque chose pour les nausées. Donc, plusieurs petits repas par jour parce que c'est plus facile à manger quand on n'a pas d'appétit. Et puis, tant qu'à manger, bien, aussi bien que ça en vaille la peine, donc prendre des aliments qui sont riches en protéines puis riches en calories pour que ça compte puis qu'on réussisse à avoir notre rapport calorique, même si on ne mange pas beaucoup. On peut boire, par exemple, du lait entier ou du lait végétal jusqu'à 1 litre par jour parce que ça apporte des calories, des protéines. Aller chercher des liquides nutritifs comme des smoothies avec des protéines en sachet. Ou si vous aimez le goût, des boissons nutritives, là, Ensure Boost, ça peut être prescrit ça aussi pour les faire passer sur les impôts. Maintenant, pour ce qui est des nausées, c'est petit repas fréquent aux collations parce que l'estomac, quand il est vide, il a plus tendance à avoir mal au cœur. Ou un estomac qui est vraiment rempli a aussi plus tendance à avoir mal au cœur. Donc, petit repas fréquent aux collations. Essayez de boire entre les repas, encore une fois, juste pour ne pas trop distendre l'estomac quand on boit. Souvent, les aliments et les breuvages froids sont mieux tolérés quand on a mal au cœur. Le gingembre va aider sous toutes ses formes, en tisane, en jujube, en comprimé à croquer de la pharmacie. La menthe aussi, en aliment, en tisane. L'acupression peut aider, l'acupression qu'on va prendre pour le mal des transports, là, on peut utiliser ça. Ou tout simplement prendre l'air, ouvrir les fenêtres ou s'asseoir avec le dos bien droit pour être sûr que la vidange gastrique, donc l'estomac, puisse se vider bien facilement. Parce que si on est écrasé comme ça, puis l'estomac est comme plié en deux, si vous voulez. La posture va être importante aussi pour empêcher le sang de s'accumuler dans les extrémités. On veut, en fait, comme on l'avait dit en début de présentation, éviter de se lever trop rapidement pour donner le temps au corps de s'ajuster. Déjà qu'il y a de la misère, on veut laisser le temps. On peut aussi se contracter les muscles des jambes avant de se lever pour gagner nos vaisseaux sanguins, pour empêcher que les veines se dilatent en position debout. Puis si on est en position assise, on peut se croiser les jambes, donc soit une par-dessus l'autre, soit en tailleur. On peut avoir les genoux près de la poitrine comme ça, ou s'assurer d'avoir les genoux plus haut que les hanches avec un oreiller si on est plus allongé. Si jamais on ne se sent pas bien, ben, on suggère de changer de position fréquemment. Le mouvement va faire bien circuler le sang. Si jamais on est pris à être debout pendant une longue période de temps, soit en file d'attente, par exemple, on a mal prévu, là, les trucs à faire, c'est il faut bouger. Il faut bouger les muscles pour pouvoir faire circuler le sang. Donc, on peut se dandiner un peu, là, changer le poids d'une jambe à une autre. On peut se balancer talon à orteil. Ça fait bien bouger les mollets puis les cuisses, faire monter le sang. On peut marcher sur place si nécessaire ou marcher en rond. Puis si on sent que c'est dans les mains qu'on a trop de... On a les mains bleues, on a les mains lourdes, on peut serrer les poings comme ça pour faire circuler le sang. Puis lever les bras un petit peu aussi comme ça. Mais pas trop parce que ça n'aide pas pour la circulation. Est-ce qu'on peut s'équiper pour améliorer notre qualité de vie? Oui, c'est pas nécessaire, mais c'est bien. Et surtout, la majorité du temps, ça peut être déductible d'impôts. Donc, c'est intéressant à savoir. Euh, Premièrement, les vêtements de compression qui vont donc gainer les jambes, empêcher le sang de s'accumuler dans les extrémités. On va recommander une compression, on les mesure en millimètres de mercure, la compression, là. C'est comme la pression des brassards, millimètres de mercure, donc de 20 à 30 millimètres de mercure. Habituellement, ça c'est, on a avec une prescription du médecin parce que si on a d'autres problèmes de santé, encore une fois, ça peut être dangereux. Donc, s'assurer qu'on peut porter ce genre de vêtements de compression. Dépendamment de notre anatomie, ça peut être les standards ou il y en a qui sont même sur mesure. Ça peut être acheté dans un magasin spécialisé ou pas. Il y en a à la pharmacie. Pas les meilleurs, les plus confortables, mais il y en a. Il y a plusieurs formes de vêtements de compression. Dr. Wynne ne jure que par les collants de contention qui montent jusqu'à la taille. Moi, j'ai jamais rencontrer quelqu'un qui tolérait ces collants-là, mais c'est vraiment ce qu'il y aurait de meilleur. Sinon, il y a les bas qui vont jusqu'au genou ou à la mi-cuisse. Il y a les gaines abdominales qui vont vraiment serrer le ventre comme les bons vieux corsets de nos grands-mères pour empêcher le sang de faire du pooling
dans le réseau qu'on appelle le réseau mésentérique. Donc, tous les vaisseaux sanguins qui vont nourrir les intestins, qui vont chercher les nutriments dans les intestins. Il y a beaucoup de sang qui peut s'accumuler là-dedans. Donc, en prenant une mienne, on s'assure qu'il n'y a pas trop de stase là. Puis, il y a même des manchons qui existent aussi pour les bras on peut utiliser. Si jamais, parce qu'on sait qu'avec le M, il y a beaucoup d'hypersensibilité aussi, on est incapable de tolérer ce genre de vêtements de compression-là, on peut essayer de faire un compromis en allant pour des vêtements qui sont plus pour le grand public, comme par exemple des vêtements compressifs de style gaine, comme les Spanx ou les Skins, ou des vêtements compressifs pour les sportifs qui sont vraiment à la mode aussi ces temps-ci. Il y a des aides techniques aussi qui vont aider à réduire les symptômes, mais surtout à améliorer la sécurité puis notre indépendance. Par exemple, une des pires places pour avoir un pote, c'est dans la douche parce qu'on est debout, on ne bouge pas, puis il fait chaud. Alors, le banc de douche va nous permettre de faire notre shampoing jusqu'au bout puis de diminuer nos risques de perdre connaissance. Une chaise ou un banc de bar pour cuisiner va aider. Un support d'ordinateur pour travailler dans le lit ou sur le divan en étant allongé. L'air climatisé qui peut même être déduit des impôts si on a une prescription pour éviter les canicules qu'on peut avoir, surtout dans les grandes villes. Il y a des vêtements de refroidissement, sinon des compresses froides qu'on peut garder au réfrigérateur ou au congélateur pour nous rafraîchir. Puis sinon, vraiment, la personne là, spécialisée pour aider par rapport aux aides techniques, ça va être une ergothérapeute. Et encore là, on vous conseille d'aller vers une ergothérapeute qui est spécialisée en EM pour être sûr qu'il y a assez de quoi elle parle par rapport à nos spécificités. Il y a les aides à la mobilité aussi, donc le fauteuil roulant qui va nous permettre d'être assis et non debout. Le déambulateur qui va nous permettre de garder l'équilibre si on se sent un peu avec la tête légère ou de nous asseoir. La canne de marche avec un banc pour s'asseoir. Vignette de stationnement pour personnes handicapées pour éviter les longues marches pour se rendre jusqu'à à l'endroit où on veut aller. Transport adapté, puis encore une fois, un bon allié, c'est l'ergothérapeute spécialisé en effet. Et puis après ça, ben, ça va être le suivi parce que le POT, c'est une maladie qui est chronique. C'est une maladie qui est variable aussi d'une personne à l'autre, puis qui va varier même dans notre vie à nous. Donc, c'est important de le plus possible bien s'entourer. Donc, avoir des proches aidants qui savent quelle est notre réalité, qui la comprennent, qui sont là pour nous aider. Des médecins qui s'y connaissent ou qui ont été éduqués. Même chose pour les infirmières praticiens spécialisés. Ergothérapeute, toujours un bon allié. Physiothérapeute, si jamais on veut faire l'exercice, encore une fois, seulement si on n'a pas de malaise post-effort. Et puis, une nutritionniste peut nous aider aussi pour les apports en hydratation puis en sel. On va s'assurer que tout ce suivi-là soit adapté et surtout soit flexible. Voici, on est rendu au remerciement. Encore une fois, la présentation n'aurait pas pu être réalisée sans l'aide de Claudine Prudhomme, de Carrie-Anna McGinn et de Gilles Pinard. Et puis, on est rendu, ça c'est donc les ressources utiles qu'on va vous remettre ensuite là, pour vous et pour votre médecin de famille, votre équipe de prise en charge. Et puis, on est maintenant rendu aux questions et à la discussion. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.